Et donc j'invite maintenant Jean-Marie Guillouette à venir nous rejoindre. Donc Jean-Marie qui est maître de conférences habilité en histoire de l'art du Moyen-Âge à l'Université de Nantes, un grand spécialiste de sculpture, mais aussi il a publié de nombreux articles et aussi ouvrages, à la fois sur la question des transferts artistiques ou l'art portugais, notamment à Batalha, le portail de Santa Maria de Batalha. Ses recherches actuelles l'orientent plutôt, je pense, en ce moment sur l'histoire des techniques et des savoir-faire au Moyen-Âge. Et enfin, il a été également conseiller scientifique à l'INHA, un peu avant Isabelle, et également membre junior de l'Institut universitaire de France. Sa communication donc d'aujourd'hui s'intitule « L'expérience d'un dialogue transatlantique en 2012 autour de la sculpture médiévale ». Et je crois que fera peut-être écho à ce que dit Robert Maxwell ce matin. Donc je lui laisse la parole. Merci Frédéric. Ça fera en effet peut-être un petit peu écho à ce que disait Robert ce matin. En tout cas, je vais repartir d'un des événements que Robert a cité, autour duquel je voudrais présenter ma communication, pour laquelle je remercie vraiment beaucoup Isabelle et Nathalie pour cette invitation, pour cette demande qui a d'abord été un peu inhabituelle pour moi comme pour beaucoup. Hein. C'est un trait partagé, on l'a bien vu dans l'inconfort même de Robert tout à l'heure, qui était tout à fait légitime vu le très grand intérêt de ce qu'il a dit. Mais c'était un peu inhabituel de revenir sur ce rapport personnel du dialogue franco-américain en histoire de l'art médiéval. D'autant plus inhabituel que j'étais bien sûr très honoré de cette demande, de la confiance dont elle pouvait témoigner, avant que je ne me rende compte que par sa formulation même, en fait, la demande qui m'avait été soumise par Nathalie et Isabelle supposait que fussent remplies deux conditions dont l'existence même, pourtant, était problématique. Et c'est précisément cette existence même que je vais me forcer d'interroger, qui était que, première condition, qu'il existait un dialogue franco-américain, et ensuite, qui supposait que j'en ai fait l'expérience. Ce qui est loin d'être évident, en tout cas n'est peut-être pas si évident qu'on pourrait le penser. Et donc c'est pourquoi je vais présenter quelque chose qui n'est pas tant du ressort de mon expérience personnelle à partir de cette série d'événements que je vais vous présenter un petit peu, mais me livrer un petit comptage. Alors je suis désolé pour l'aspect un petit peu comptable ou d'experton comptable que je vais faire, mais il s'agit d'objectiver un peu pour moi ce que l'on peut qualifier d'un dialogue franco-américain ou on va dire plus largement européen et américain. Et c'est en effet autour de l'objet même de cette journée, dans l'objet même de cette journée, que je voudrais présenter quelques réflexions et tirer quelques conclusions. Je ne suis pas sûr qu'elles soient partagées par tous, mais c'est peut-être ce qui en fera l'intérêt. À partir de l'expérience de cet événement, ou plutôt d'une série de 3 événements conçus comme un polyptyque, comme je vais vous le montrer, j'ai eu l'honneur d'organiser en 2012 avec Robert Maxwell, qui était à ce moment-là à l'université de Pennsylvanie, et Jack Hinton du Philadelphia Museum of Arts, sur le thème de la sculpture médiévale. Parce que c'est précisément cet événement de 2012 avait été conçu précisément et surtout affiché comme tel, avec cette ambition d'un dialogue transatlantique, d'un échange entre chercheurs français et chercheurs européens et chercheurs américains. J'élargis un petit peu la focale de la problématique d'aujourd'hui au-delà de la seule France. Cette ambition, elle était clairement affichée dans l'événement de 2012, puisque, comme vous le voyez, dans le dépliant annonçant le premier de ces 3 événements, l'expression même « dialogue transatlantique » apparaissait pour le premier volet de cette rencontre qui s'est tenue à la Fondation Singer-Polignac à Paris en janvier 2012.
Le principe, à l'origine de cette saison franco-américaine de la sculpture médiévale, si vous voulez que je le résume en une phrase, était le désir, plutôt le principe initial était le désir que nous éprouvions, Robert et moi-même, puis Jack, de forcer le dialogue, de forcer les échanges entre les chercheurs français, plus largement européens, encore une fois, et les chercheurs américains spécialistes de la sculpture du Moyen-Âge, et de construire, de proposer un cadre pour accueillir et pour formaliser des échanges, formaliser une discussion, avec l'idée que nous avions dès le départ, et c'était un peu l'idée qui motivait tout ce travail, il sortirait bien quelque chose de ces discussions. Il s'agissait de formaliser, de trouver un cadre, construire les murs de la discussion, et que dans tout ce qui s'y passerait, eh bien, on en tirerait bien quelque chose. Alors à cette fin, nous avions conçu un groupe de travail fluide et un petit peu cohérent, constitué par des spécialistes français, européens et américains, appelés à former donc cette sorte de communauté scientifique temporaire, qui était appelée à se rassembler à 3 reprises durant l'année 2012 autour de la sculpture médiévale. Et ça, afin de permettre dans la durée le déploiement, l'organisation, la structuration, le déploiement d'un échange suivi qui se poursuivrait d'un événement à l'autre entre les mêmes acteurs. La première de ces rencontres, c'est donc celle qui s'est tenue à Paris en janvier 2012 à la Fondation Saint-Ger-Polignac, le 30 et le 31 janvier. Elle a été suivie par 4 sessions organisées à l'International Medieval Congress de Kalamazoo en mai 2012, quelques mois plus tard. 4 panels organisés dans ce cadre-là qui déclinaient la thématique sculpturale autour de la notion qui posait alors moins de problèmes aux États-Unis qu'en Europe d'objecthood, ou pourrait-on dire d'expérience matérielle de la sculpture, hein, pour simplifier. Et cette expérience matérielle de la sculpture, elle était dans les 4 panels de Kalamazoo, interrogée alors par le prisme des pratiques, par celui de l'installation et de la topographie, de la microtopographie des œuvres, en quelque sorte, Object-Hood and Installation, ou celui de la valeur sociale de la sculpture médiévale, ou de ses réusages dans le dernier de ces panels. Et la 3e de ces rencontres a eu lieu toujours cette année 2012, mais cette fois-ci à la fin de l'année, en novembre de cette même année, et elle abordait des questions, elle s'est tenue au PMA à Philadelphie, et elle touchait aux enjeux de la réception de la sculpture médiévale. Donc, à 4 mois de distance l'une de l'autre, ces rencontres étaient conçues pour répondre, pour structurer la discussion entre des spécialistes d'un même champ. Et la question qui se pose donc dans la perspective de la journée d'aujourd'hui, c'est de savoir si un tel dialogue a été possible, s'il a seulement existé, et en dernière analyse, si le dialogue dont on a essayé de fournir les cadres à travers ces 3 événements, conçus, comme je viens de vous le dire, précisément pour nourrir une discussion suivie, si cela a porté des fruits et, le cas échéant, lesquels. Et c'est un premier point sur lequel j'insisterai pour commencer, c'est cette interrogation qui peut paraître a priori me présenter devant vous sur une journée sur le dialogue franco-américain ou plutôt sur les modalités du dialogue franco-américain, comme on a entendu des choses très intéressantes être dites sur l'importation d'un certain nombre de préoccupations, de concepts d'ores et déjà dans un sens ou dans l'autre, surtout dans un sens d'ailleurs. Venir là pour interroger l'existence même de ce dialogue est un peu problématique. Mais c'est malgré tout une nécessité que de devoir interroger, me semble-t-il, l'existence même de ce dialogue, ou en tout cas les conditions d'existence de ce dialogue transatlantique. Parce que, en revenant sur ces 3 événements, sur leur ambition, je voulais donc tenter de proposer une sorte d'histoire connectée immédiate. Là encore, c'est un peu pédant, mais c'est une manière assez simple de qualifier la démarche. Une histoire connectée immédiate de la discipline, en explorant donc sur la chronologie courte autour de cet événement, comment les connexions fonctionnent
Et au-delà du jeu des rapports d'inclusion, d'exclusion qui sont structurés par les liens personnels, les liens d'amitié, les liens de cooptation que l'on connaît tous, qui sont tous partie prenante de l'organisation des événements quels qu'ils soient, l'idée est d'explorer, sur, encore une fois, une chronologie relativement courte, la manière dont les connexions fonctionnent et de reprendre, en ce sens-là, de reprendre un peu une perspective de la perspective de Subramanian, en définitive, c'est-à-dire en se gardant de la tentation consistant à essentialiser le global, à essentialiser, c'est en supposant pas a priori qu'il existe une nature internationale ou une nature globale de la discussion, mais en essayant de voir comment les liens concrets, les liens matériels précis, les liens ténus entre les acteurs, les communicants, les liens personnels même, travaillent l'échelle locale en même temps qu'ils travaillent l'échelle globale en définitive. Alors, pour poursuivre ce but-là, j'ai profité de l'expérience de ces 3 rencontres de 2012 pour y revenir et pour les utiliser comme un événement catalyseur du dialogue scientifique de part et d'autre de l'Atlantique. On a en effet dans ces rencontres rassemblé 11 chercheurs nord-américains, largement présents sur la côte Est, mais provenant également du Colorado ou de Californie. Alors j'ai pris pour ces repérages les affiliations institutionnelles des acteurs au moment des rencontres, et non pas les affiliations actuelles qui ont pu changer ponctuellement. Et face à ces 11 chercheurs, si je puis dire, à ces 11 chercheurs américains, la discussion était engagée avec une 23 chercheurs européens issus de 7 pays, dont une grande majorité de Français, en définitive. La question qui se posait était donc de savoir quel a pu être l'effet d'un événement tel que celui-ci sur le dialogue transatlantique et, pour rester dans une perspective d'histoire connectée, quel a pu être l'effet de ces rencontres sur les pratiques savantes des acteurs, c'est-à-dire en termes de mobilisation des références savantes, en termes de citation ou d'appareil critique de ces acteurs. C'est en cela que je parlais d'une micro-histoire, une micro-sociologie, connectée, et que j'utilisais plutôt la référence à Subramanian pour revenir à cette précaution qu'il prend toujours pour ne pas confondre la connexion avec les effets de la connexion, ce qui n'est pas du tout tout à fait la même chose. C'est-à-dire en retenant de l'histoire globale la leçon, à mon sens, qui est dans ce sens-là bien comprise, qu'il n'existe pas de nature globale des phénomènes, mais qu'il existe des acteurs locaux dont les relations, dont les réseaux travaillent l'échelle globale. Pour tenter de répondre à cette question, j'ai donc réfléchi à une modalité d'interrogation impliquant ces 36 participants à ces 3 événements, ou la plupart d'entre eux en tout cas. Et la modalité la plus efficace d'évaluation m'a paru être de mesurer les éventuelles modifications des pratiques de citation de ces acteurs. L'idée était de tenter de mesurer l'effet qu'auraient pu avoir les contacts et les échanges engendrés par ces 3 rencontres de 2012 sur les pratiques de citation, sur les pratiques de renvoi aux travaux des autres participants par les intervenants, donc sur l'ensemble de l'appareil critique mobilisé par les acteurs. En clair, est-ce que les rencontres, est-ce que des connexions telles que celles qu'on avait créées produisaient des effets scientifiques perceptibles, repérables, par un changement dans la mobilisation de l'appareil critique ? Pour établir cette comparaison, j'ai donc tenté d'établir un corpus méthodologiquement le plus fiable possible, même si je vais revenir, il y a bien quelques... Alors là, vous ne voyez rien, j'y reviendrai. Quelques biais, mais c'est important, un corpus le plus fiable possible. Il a fallu établir notamment des listes de publications pour ces 36 intervenants, en retenant les principales publications, les livres, les actes de colloque et les articles, des 5 années qui ont précédé la rencontre de 2012, c'est-à-dire donc la période 2008-2012, et de comparer ces textes, ces publications, aux publications des 5 années qui ont suivi
le colloque de 2012, en partant de 2013, considérant que de toute façon l'intégration d'une inflexion à partir de l'événement de 2012 ne pourrait se refléter dans la publication scientifique qu'à partir de 2013. C'est donc la période 2013-2018 que j'ai retenue pour ce deuxième corpus de textes. Il fallait donc comparer cette masse de publications de 2008-2012 à la masse de publications 2013-2018. Ce corpus a bien sûr été un petit peu long à établir, mais il est rendu possible grâce aux nombreux outils numériques de la discipline aujourd'hui, à travers... On se plaint souvent des effets pervers de ces proliférations numériques, et notamment de la pression bibliométrique. Mais un des bons côtés de la pression bibliométrique, c'est que la plupart des des publications des acteurs sont aujourd'hui répertoriées. Donc il est facile d'en disposer à travers des catalogues en ligne. Et donc ce sont donc ces deux corpus, publication jusqu'en 2012, publication après 2013, que j'ai voulu analyser et comparer pour voir si on pouvait percevoir une variation. Non pas, je vous rassure, je n'ai pas lu l'ensemble de ces textes, nous sommes bien d'accord. Je n'ai fait qu'interroger, que lire, lorsque je n'avais que des versions papier, les notes de bas de page, que parcourir les notes de bas de page, et je n'ai fait qu'interroger les fichiers numériques PDF lorsque j'en disposais. Donc j'ai voulu analyser, comparer et voir ce qu'on pouvait percevoir d'une variation dans les pratiques citatives des intervenants, et pour se demander si on pouvait ensuite déduire de ces évolutions un rôle joué par la connexion et par le réseau, en quelque sorte. C'est en ce sens vraiment que j'ai tenté d'expérimenter un travail de sociologie pratique, un peu de comptabilité, encore une fois, dont je m'excusais tout à l'heure. Alors bien sûr, et avant tout, je dois prévenir, je dois indiquer qu'il y a un certain nombre de biais statistiques qui posent des problèmes dans la description que je viens de vous donner de la procédure, d'approximation qui interdisent de considérer que ce que je dis là est un résultat qui est totalement fiable et qui est totalement conforme à la réalité. C'est des biais qui sont très difficiles à éliminer. Il faut prendre en compte, par exemple, le fait que nous avions volontairement pris le parti en 2012 avec Robert et Jack de faire intervenir de jeunes chercheurs en fin de doctorat ou juste jeunes docteurs pour les faire intervenir, les frotter un peu à l'expérience de chercheurs confirmés, et que bien évidemment des jeunes chercheurs en 2012, ou plutôt la masse de publications de jeunes chercheurs sur la période 2007-2012 des jeunes chercheurs est bien évidemment beaucoup plus faible que la période suivante, et donc on peut difficilement tirer de la comparaison des deux périodes une conséquence sur le fait qu'un jeune chercheur citerait moins dans la période précédente des acteurs qu'il citerait plus après. C'est lié tout simplement au changement dans le volume de publication. Donc c'est un des biais statistiques. Il y en a d'autres que je ne peux pas développer ici. Mais en dépit de ces réserves, on peut considérer les résultats, sinon totalement fiables, au moins comme donnant une idée de la manière dont la connexion travaille, dont la connexion transforme ou non les pratiques savantes de nos disciplines. Et vous l'avez compris, je pense, et je ne cacherai pas plus ce qui s'apparaît être le résultat, la connexion ne transforme pas les pratiques savantes de nos disciplines, à travers l'expérience que je viens d'élaborer. Le résultat est assez clairement un résultat, sinon négatif, en tout cas, ce qui ressort, c'est l'absence d'évidence d'un effet de ces connexions. Il apparaît en tout cas qu'il n'y a pas de claire transformation, de clair basculement dans ces tableaux qui résument ce travail, avec en abscisse et en ordonnée les 36 intervenants de ces 2 journées, et le marquage des renvois des tableaux de l'un à l'autre des acteurs, qui se renvoient l'un l'autre et se citent l'un l'autre. En jaune, les faux dialogues transatlantiques, c'est-à-dire... Enfin non, l'absence de dialogue, un dialogue qui n'est pas transatlantique. En jaune, ce sont les chercheurs américains qui citent des chercheurs américains ou des chercheurs européens qui citent des chercheurs européens. En orange, les faux dialogues transatlantiques, ce sont des chercheurs anglophones citant des chercheurs américains ou bien formés aux États-Unis et citant des chercheurs américains que j'avais peine un petit peu à faire entrer dans ce dialogue transatlantique. Et en rouge,
un vrai dialogue transatlantique, c'est-à-dire des chercheurs européens formés en Europe, citant des chercheurs américains et inversement. Donc vous voyez sur la période 2008-12 et 2013-18, aucune transformation fondamentale, ponctuellement quelques modifications, mais aucune transformation fondamentale ici. Ce que ce recensement assez rapide semble indiquer ici, c'est bien plutôt une certaine inefficacité, en tout cas quantitative. L'inefficacité, je ne peux l'évaluer que quantitativement, je serais bien en peine de l'évaluer qualitativement, et bien présomptueux celui qui prétendrait le faire, en tout cas aujourd'hui. Néanmoins, quantitativement, une certaine inefficacité de cette connexion transatlantique. De cette remarque, on peut tirer, ou de ces observations, on peut tirer un certain nombre de conclusions qui permettent de sortir et de la perspective uniquement sérielle, uniquement statistique, même si là le terme de statistique est un petit peu pompeux vu la taille de la cohorte que je vous présente, 36 collègues. On peut certes, et on doit tous certes s'accorder sur le phénomène de l'intensification des connexions dans nos métiers, et notamment sur cette intensification du phénomène des connexions universitaires depuis une trentaine d'années approximativement. On s'accordera, je pense, à peu près tous, à reconnaître que le passage à l'étranger et le contact avec les institutions des chercheurs étrangers, notamment américains, est un phénomène plus naturel, plus répandu aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années 80 ou 90, pour les chercheurs confirmés comme pour les doctorants ou les jeunes docteurs, au point même que dans certains cas, ces expériences, et notamment ces expériences américaines pour les chercheurs français, sont devenues un passage sinon obligé, au moins fortement valorisé dans les processus de la cooptation académique, dans les processus du recrutement. Pour autant, et c'est là, me semble-t-il, un point important, pour autant, il me semble que cette intensification des connexions sur le constat desquelles nous sommes tous d'accord, cette intensification des connexions ne vaut pas contestation, ne vaut pas remise en cause de l'échelle nationale comme échelle première du travail, comme échelle première de la validation académique. Plus exactement, le rôle de l'échelle nationale dans la construction des carrières, et cela sur les marchés académiques français, et je parle volontairement de marché académique français comme sur le marché académique américain, n'impose pas que la connexion internationale ou que la connexion transatlantique, pourtant valorisée donc, se traduise par une transformation sur les terrains des pratiques savantes. Les pratiques savantes peuvent rester inchangées. L'important, dans la valorisation du cursus académique sur le marché académique, c'est la connexion elle-même. En tout cas, il apparaît que de tout cela, que ce n'est pas la chose la plus importante dans la connexion, le dialogue n'est pas la chose la plus importante dans la connexion, ni même une chose vraiment nécessaire, c'est la connexion elle-même qui joue le rôle de validation. Et pour résumer de manière un peu critique peut-être, on pourrait dire que ce que les acteurs recherchent dans ce type d'événements tels que ceux que j'ai regardés là, c'est plus, encore une fois, la connexion elle-même que le dialogue, car c'est par elle, en soi, c'est elle, en soi, qui apporte une validation curriculaire qui, elle, a lieu dans l'ordre interne national ou linguistique, les choses sont parfois jointes, parfois pas, indépendamment de l'effectivité du dialogue et de son fonctionnement réel, de l'effectivité de l'échange formalisé par la mobilisation d'un appareil critique nouveau, par exemple, ou par le déplacement d'un appareil critique ancien. Alors, je suis un peu désolé d'apporter ici des conclusions. En même temps, c'est peut-être ici ce qui peut être intéressant à ce débat, qui vont un petit peu à l'encontre des attendus qui sont à l'origine, à la source de la rencontre d'aujourd'hui, tel que ça a été voulu par les organisatrices. Et je rejoins là cependant le constat un petit peu négatif établi par Xavier Barrali-Altet tout à l'heure, qui était précisément celui-là, me semble-t-il. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pas nécessairement un constat négatif, parce qu'il y a là un jugement de valeur, mais c'est d'abord le constat d'une inopérance de la connexion, en tout cas de son inefficacité à produire un dialogue, ce qui ne veut pas dire que c'est négatif.
ne me faites surtout pas dire ce que je ne dis pas. Simplement, c'est le produit qui lui est assigné n'est pas un produit qu'elle apporte. J'ai dans l'idée d'ailleurs que cette inefficacité, elle est certainement liée aussi à un autre phénomène qu'a souligné Xavier tout à l'heure, qui est la neutralisation progressive de l'exercice du compte-rendu critique comme un outil central de l'herméneutique de la discipline, qui a joué ce rôle-là pendant des décennies, qui a été depuis longtemps neutralisé à coup d'irénisme et de résumés neutres, de neutralité de résumés neutres. Et d'ailleurs, on peut retrouver peut-être un écho de ce parallélisme disciplinaire plutôt de ces deux chemins pris par l'historiographie anglaise américaine et française, finalement, dont l'effectivité du dialogue est plus problématique à situer qu'on ne le penserait au premier abord. Dans un certain nombre de cas, je le cite d'autant plus que Étienne en a parlé tout à l'heure, il y a des cas frappants de compte-rendu, un compte-rendu fait par Étienne Hamon de l'ouvrage de Niglet qui, dès les années 98, évoquait un certain nombre de critiques assez fortes sur le fondement même du travail de source, mais qui était compréhensible. Enfin, il y avait un certain nombre de choses, c'est un compte rendu très intéressant à lire. 2 ans plus tard, Nicolas Coldstream sort un article qui ignore totalement ces remarques-là, qui est tout à fait l'enjeu, et qui ignore totalement, comme en parallèle, non pas en l'ignorant volontairement, mais parce que le cadre général du travail, le cadre général conceptuel de l'interrogation n'est pas du tout le même. Le dialogue, en l'occurrence, ne marche pas, et je pense que c'est lié à cette neutralité, entre autres, ces effets de neutralisation du compte-rendu critique. Alors, tout ça, ce sont pour réformer, pour répondre à ces attentes de ce que serait un dialogue transatlantique, on pourrait proposer de développer des outils comme de s'astreindre à mettre en place des ateliers de lecture de texte ou d'organiser l'écriture de compte rendu à 4 mains, ou plus simplement, d'ailleurs, c'est peut-être une hypothèse que je souhaite, à laquelle je pense depuis un peu de temps et que je trouverais intéressant d'évoquer, et je profite que des représentants de Gesta soient là pour le dire, de croiser les nationalités de compte rendu, c'est-à-dire prendre structurellement, faire paraître des comptes rendus d'auteurs américains dans des revues françaises avec l'échange structuré que des comptes rendus français paraissent dans les revues américaines, par exemple. Ce sont en tout cas des hypothèses qu'on doit reformuler si on souhaite seulement réformer la possibilité même du dialogue transatlantique, parce que les pratiques savantes ont longtemps été absorbées, toutes nos pratiques savantes ont depuis longtemps été absorbées par la forme du colloque ou du congrès aux États-Unis, c'est-à-dire des formes dans lesquelles, précisément, chacun peut rester sur ses formalités, peut rester sur ses objets, c'est ses pratiques propres, sans avoir à les confronter. Et donc, il est possible que, finalement, d'autres outils obligent, nécessairement, place le chercheur devant l'obligation de ce dialogue, et pas seulement de l'utilisation de la connexion. Alors, voilà, je termine là, parce que ce constat rejoint en arrière-plan celui de la communication de Xavier Barral, et je voulais faire cette tentative de micro-sociologie immédiate des milieux académiques et des pratiques savantes pour éclairer cet isolement dans la connexion entre les traditions qui sont pourtant fort hétérogènes, souvent, entre la tradition française et américaine. Et c'est en définitive le constat d'un poids continu, constant, et un peu contre-intuitif, c'est un constat un peu contre-intuitif, du cadre de la préexistence ou du maintien du cadre national dans les logiques de la validation scientifique, de la validation académique, qui semble s'imposer, me semble-t-il, à travers ce type d'analyse. 4 cadres dans lesquels, encore une fois, la connexion joue un rôle, comme je l'ai dit plus haut, mais pour sa valeur intrinsèque et non pas pour les effets savants qu'elle produit. Et je terminerai là-dessus, on pourrait aussi bien considérer que cette absence de conséquences de la connexion ne soit pas un réel problème. Je ne suis pas tout à fait certain d'ailleurs que le dialogue et le changement de paradigme soit une obligation qui s'impose à tous dans les mêmes termes. Et c'est sur un petit peu cette idée d'une liberté laissée à chacun d'entre nous que j'aimerais clore cette intervention un petit peu iconoclaste. Et je vous en remercie.